Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, on l'a faite au Jardin des Plantes en direct, il faisait un temps absolument splendide. Je me suis entretenue là-bas avec Carmen Munoz Pérez, qui est égyptologue et qui travaille sur les amulettes dans les rites funéraires. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime, à partager. C'est parti, on l'écoute. Bonjour Carmen. Bonjour Laetitia. Merci de participer à cette chaîne aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et tu vas nous parler de amulettes funéraires. Les amulettes funéraires. Raconte-nous un petit peu comment t'en es venue là et puis à quoi elles servent aussi. Alors, je me suis intéressée aux petits objets de l'art égyptien, pas seulement parce qu'elles sont super belles, super jolies, etc., mais parce qu'elles peuvent apporter aussi beaucoup d'informations sur la culture égyptienne, et notamment sur les pratiques funéraires qu'on faisait dans l'ancienne Égypte. Et en fait, on dirait que le sujet des amulettes funéraires a été déjà traité, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été là-dessus. Principalement, la référence, c'est toujours de nos jours l'ouvrage de Petrie, qui avait fait une étude énorme en 1914. Et ça remonte déjà, plus d'un siècle. Et du coup, depuis son étude où il avait fait un petit dessin des corps humains avec précisément tous les amulettes qui ont été trouvées, etc. Depuis cet ouvrage, tous les chercheurs qui ont travaillé le sujet ont repris les mêmes conclusions que Petrie. C'est pour ça que dans plusieurs musées, on voit encore ces petits dessins un peu schématiques représentant les amulettes trouvées sur des momies. Alors que quand on fait une approche un peu plus précise, on se rend compte que les amulettes qui sont représentées ne sont pas les mêmes dans toutes les momies. Et actuellement, on a aussi la chance d'avoir de nouvelles technologies qui se mettent au service de l'égyptologie. Donc c'est grâce aux scanners qu'on fait sur les momies qu'on peut vraiment voir les amulettes qui ont fait partie du rituel de la momification sans pourtant détruire les momies, ce qui est quand même un avantage. Donc c'est un sujet qui est un peu à la mode parce qu'il y a beaucoup de musées qui ont fait d'expositions et des catalogues. Je pense, les British Museum, les musées de Leiden, aussi les musées égyptiens de Turin récemment ont fait une très grande expo à ce sujet. Sauf que, encore une fois, quand on approfondit un peu plus, on se rend compte qu'on prête beaucoup d'attention à la momification, donc à la technique, à la manière de mettre des bandelettes, à la technique d'embobement, etc. Mais pas aux objets qui ont fait partie du rituel. Ou à la limite, on les dédie 3 pages, c'est tout. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire une étude un peu globale sur les amulettes qui ont été véritablement employées dans les rituels funéraires et notamment la momification. Et elles servent à quoi dans le rituel de momification, du coup, les amulettes? Ou pas que dans le rituel de momification, dans les rites funéraires, de manière générale? En fait, les amulettes, une première problématique que j'ai dû affronter, c'est la différence entre amulettes et objets apotropaïques en général. Parce que bien sûr, dans ces momies ou même dans les sarcophages, il y avait beaucoup d'objets qui avaient bien sûr une fonction apotropaïque. Je pense par exemple aux récits de perles qu'on mettait sur les momies, ou même aux époques tardives, les doigtiers ou le petit feuille d'or en forme de cieux qu'on mettait sur les cieux, tout ça. Bien sûr, ce sont des objets apotropaïques, mais ce ne sont pas des amulettes. Et c'est là que mon travail essaie un peu de montrer cette différence aussi entre bijoux et amulettes, dont la différence n'est pas non plus très claire. Donc, il fallait approfondir un peu. Et les amulettes précisément, à quoi elles servent dans ces rites? Si on prête attention au vocabulaire égyptien, il y a 3 mots pour décrire les amulettes, Sa, Menat et Het. Et les 3, on les traduit généralement par protection. Donc c'est vrai que l'amulette est surtout un objet personnel, parce qu'elle était très attachée à une personne en particulier. Mais l'objectif, sa finalité, on va dire, c'est de protéger la personne.
temps dans la vie quotidienne et après dans l'au-delà. C'est pour ça qu'il fallait les rapprocher du corps. Par contre, selon la typologie de l'amulette, mais aussi la matière ou même la couleur, sa symbolique change. Du coup, la valeur de l'amulette est aussi plurielle. D'accord. Et on a quoi, par exemple, comme couleur et comme... Il y en a plein. Prenons-en les 2 ou 3 principales qui te viendront en tête. 3, en fait, les 15. matériaux les plus employés, c'est la faïence égyptienne, qui a des connotations symboliques très très fortes. Et surtout dans les domaines funéraires, elle fait référence à la Renaissance, à la vie en général. Donc ça permet aux défunts de renaître dans l'au-delà. Et la faïence la plus utilisée, c'est la couleur verte et la bleue. Tu sais qu'en égyptien, c'est pas très clair la différence entre ces deux couleurs. Et aussi la jaune, parce que bien sûr, le soleil, l'or, c'est la vie. Et je dirais la 3e, rouge. Il y a pas mal de amulettes en faïence rouge aussi. Et ensuite, les matériaux les plus utilisés, c'est l'or. C'est pour ça que les amulettes ont été volées d'ailleurs depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et ensuite, les pierres. D'accord. Alors chaque pierre, c'est une thèse à part. Ouais. Il y a la pluralité très très forte des pierres, donc chacune avec une symbolique, etc. D'accord. On les retrouve sous quelle forme Pardonnez-nous, chers téléspectateurs, mais c'est pas à la télé, on a eu un petit camion de porteurs de plantes qui vient de passer. Donc, quelle était ma question? Je ne sais plus. Oui, on les porte sous quelle forme? Est-ce que ça va être sous forme de collier elles vont se porter comment ou se présenter comment? La caméra a failli tomber. Ouais, tout va bien. En fait, la manière de porter les amulettes est aussi plurielle. On voit beaucoup de reconstructions qui sont en fait des reconstructions modernes des amulettes sous forme de colliers. Mais l'avantage d'être une momie, c'est que normalement elle restait couchée pour l'éternité, donc elle n'a pas besoin d'un système propre d'attache. L'avantage d'être une momie. Donc c'est pour ça que normalement les mettre sur les bandelettes de momie sans aucun type de système d'attache, tout simplement. Et on les retrouve ailleurs que sur des momies? Est-ce qu'on les retrouve dans les tombes ou Oui. Une partie importante aussi de ma recherche a été de différencier les amulettes qui ont été utilisées pour les rituels de la momification que de ceux qui ont été utilisés comme offrandes funéraires. Parce que c'est un problème, et quand je dis amulette funéraire, oui, mais les mots funéraires en tel, c'est aussi très large, vaste. ouais. Parce que oui, ça fait référence à la tombe en général. Mais alors, quelle partie de la tombe exactement? Donc, et par exemple, il y a beaucoup, la notion d'amulette funéraire aussi est très plurielle. Il y a beaucoup de chercheurs qui disent que, par exemple, l'amulette de la main ou de la jambe, les amulettes qui représentent des parties du corps, ont été trouvées dans des tombes, surtout prédynastiques, c'est l'Empire, etc. Donc, on les considère comme amulettes funéraires. Alors, oui, c'est pas faux, parce que c'est vrai qu'elles ont été trouvées dans un contexte funéraire. Pourtant, ces amulettes n'ont pas été utilisées dans la momification. D'accord, dans ce but-là, quoi. Donc la théorie, comme dit, non, ça représente la main ou la jambe parce que ça remplace ces parties du corps si jamais elles sont endommagées dans l'au-delà, etc. Il faut revoir cette théorie. Tu nous parles de momification. Est-ce qu'on peut rapidement rappeler les rites funéraires, enfin le rituel de momification? Alors, les sources principales, c'est toujours le travail d'Hérodote surtout, et plus récemment les rituels de l'embaumement. C'est qu'on est grâce à 3 papyrus, mais qui sont plutôt d'époque tardive aussi. Et donc, comme tu sais, quand quelqu'un meurt en Égypte, après toute la partie des pleurs, etc., la personne est amenée à la maison de vie. C'est là que les prêtres commencent à faire les rituels dédiés. Donc, afin de conserver les corps pour l'au-delà, ils font d'abord ils dessèchent
le corps grâce à des natrons et des enzymes, d'autres substances un peu chimiques. Il retire tous les organes et il sèche le corps pendant, je crois que c'est une soixantaine de jours. D'accord. Et c'est la dernière partie où il commence à mettre les bandelettes, qui est aussi un rituel à part. Il y a un ordre, il y a plusieurs niveaux de bandelettes, etc. Donc ça met beaucoup de temps. Et à un moment, on introduit des amulettes parmi ces bandelettes. D'accord. Mais le problème, c'est que pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas trouvé aucune source égyptienne qui explique à quel moment on introduit les amulettes. On a quelques références pour le rituel en soi, mais pas pour la dernière partie. On sait juste qu'on fait la momification du corps, et après on le met dans la sarcophage, et après on le met dans la tombe directement. Donc il manque quelque chose au milieu. Parce qu'après, quand grâce au rapport de fouilles, mais bon, surtout grâce à l'escanner de quelques momies qui sont arrivées intactes, on sait qu'il y a des amulettes à l'intérieur. Ce n'est pas un cas isolé, donc ça veut dire que ça fait partie du rituel. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme je disais avant, tous les dessins qui ont fait ces pétris, tous les chercheurs indiquant les amulettes, etc., chaque amulette chaque momie porte des amulettes différentes. Alors, c'est différent selon l'époque, bien sûr. Il y a des amulettes que j'appelle permanentes, parce qu'elles ont été utilisées depuis l'Ancien Empire jusqu'à l'époque romaine. Par exemple, les piliers d'Iède ou les ailes d'Horus sont des amulettes très, très utilisées. Mais il y a aussi des amulettes qui ont surgi à une époque, enfin qui ont fait partie du rituel à une époque, et qui pourtant ont été stoppées ensuite, ou qu'après ils ont été utilisés jusqu'à l'époque romaine. Et ça, c'est aussi très intéressant à voir depuis une approche un peu plus globale, c'est-à-dire. Et juste avant, tu disais que donc on ne sait pas à quel moment on met les amulettes. Est-ce que, s'il les place, tu disais qu'il y a plusieurs couches au fur et à mesure de bandelettes. Est-ce que l'endroit où ils sont placés entre ces couches ne peut pas indiquer, ou est-ce qu'ils le mettent un peu haut? Est-ce que ça ne peut pas indiquer un moment justement de la momification où elles sont placées, en fonction de la couche L'emplacement est aussi un sujet compliqué, parce que moi aussi au début je pensais que je vais établir à peu près où se situe chaque amulette, dans quelle partie du corps précise. Et après ma recherche, je me suis rendu compte que c'était impossible. Parce qu'en fait, encore une fois, l'amulette de l'Eiloudiat, on peut le trouver sur le visage, sur la poitrine ou même sur les pieds. C'est déjà arrivé. Et on dit aussi, par exemple, l'amulette de Piliadiède, on pense que ça représente la colonne verticale d'Osiris. C'est aussi une des interprétations. C'est vrai que la plupart des amulettes, on les trouve au niveau de la poitrine ou de l'abdomen. Mais on les trouve aussi au niveau des jambes. Donc, ça veut dire qu'il y a une fonction différente. Et est-ce qu'on peut retrouver plusieurs fois la même amulette, pas forcément, mais qui représente la même chose sur une même personne? Oui. Oui, je n'ai pas des momies en tête, mais j'ai déjà trouvé 2 voire 3 fois la même amulette, à part les enfants d'Horus. Je sais que ce sont les 4 divinités, on va dire, qui protègent chacune organe, et donc elles normalement sont un groupe, on va dire. Mais c'est déjà arrivé que j'ai trouvé les mêmes amulettes à des endroits différents en plus. D'accord. De la même momie, donc. Est-ce que ça reste des cas isolés quand même, a priori? Ou on ne sait pas en fait? Chaque momie est unique. Comme pour la technique de la momification, on fait de généralité, parce que c'est vrai que tout semble suivre les mêmes patrons. Mais au final, je pense que les choix des amulettes, ça dépendait aussi une partie des choix personnels, bien sûr, et aussi, bien sûr, des capacités économiques. Ouais. Financièrement, ce qu'ils pouvaient se permettre. Quoique la symbolique était aussi importante, parce que tu sais que la faïence, c'est un matériau pour les pauvres, on va dire, c'est assez populaire, la fabrication est assez simple, donc on pense qu'à priori, tout le monde pouvait se permettre une amulette en faïence égyptienne, alors que même Toutankhamon, il avait des amulettes en faïence. D'accord. C'est pas une question d'argent, c'est une question de symbolique aussi. C'est pour ça que les matériaux, surtout la couleur, c'est aussi des sujets importants à traiter pour
ces types de recherches. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses au final qui sont très vastes. Tout est très vaste avec les amulettes. Et la Il y en a beaucoup, donc chaque amulette mérite une recherche à part. C'est sûr. Alors, la foule arrive, hein, je suis désolée. Donc, tu nous as dit que donc c'est très vaste, on a beaucoup d'amulettes, on a beaucoup de choses qu'on peut pas savoir avec certitude. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment justement toi tu abordes cette classification, comment tu t'en sors? Comment tu essayes de t'en sortir? Ouais, j'essaye, comme tu dis. Non, les problèmes, en même temps, l'avantage de cette étude, c'est qu'il y a la diversité d'amulettes est très importante. Donc, ça me permet aussi de faire des études d'ensemble. Et par exemple, encore une fois, Petri, mais après tous les chercheurs, à chaque fois que tu trouves un catalogue des amulettes, normalement, c'est classé par typologie. C'est que c'est la classification la plus simple. Divinité, partie du corps, animal, partie du corps. Donc, ça, c'est intéressant. Mais moi, j'ai voulu faire quelque chose de différent. Donc, c'est à partir d'un mélange entre les sources écrites, parce qu'il y a certains papyrus qui parlent de amulettes, notamment funéraires. Bien sûr, le livre des morts, c'est encore la source principale, mais il y a aussi les papyrus MacGregor, qui donnent une liste des amulettes qu'on considère utilisées pour la momification. Les papyrus d'Emen, conservés au British Museum, donnent aussi comme un petit schéma avec quelques amulettes disposées sur les corps. Donc ça, ce sont des sources que bien sûr il faut prendre en considération. Les parois du temple de Dendara aussi, ils parlent des amulettes utilisées dans la momification rituelle de Sokari, c'est intéressant. Et ces sources, je les mises en contraposition avec les sources informatiques. D'accord. C'est-à-dire les amulettes, les scanners qu'on a fait sur des momies. Et donc avec tout ça, j'avais un corpus énorme de sources, ce qui m'a permis de déterminer les amulettes qui ont été véritablement employées dans la momification par rapport aux amulettes quotidiennes. Mais même dans les amulettes funéraires, j'ai encore fait 3 ou 4 divisions. D'un côté, j'avais les amulettes que j'appelle funéraires, c'est-à-dire celles qui sont nommées dans les livres des morts et qui sont véritablement trouvées sur les momies. Par exemple, la colonne Utiat, le net d'Isis, l'amulette Yves qui représentait les cœurs. Ça, ce sont des amulettes typiquement funéraires. Après, très intéressant, j'avais aussi des amulettes qui sont très attestées sur les momies, mais qui pourtant ne sont jamais nommées dans aucune source textuelle. Par exemple, l'amulette de Tueris, qui est une divinité qui protège notamment les enfants, les familles, la maman, etc. Mais elle est très utilisée dans un contexte funéraire, alors qu'aucune source ne la mentionne. Ou par exemple l'amulette d'Isis pleurant, pareil, aucune source la nomme. J'avais aussi quelques cas que j'appelais hors normes, parce que j'avais quelques momies qui avaient les mêmes amulettes, mais c'était un cas isolé. Par exemple, Petri avait indiqué quelques momies qui portaient l'amulette d'un canard. D'accord. Pourquoi pas? Animal domestique. Voilà, ou offrande funéraire, tout simplement. On mangeait du canard, tant en France qu'en Égypte. Mais pourquoi il y avait même 2 ou 3 momies qui avaient l'amulette du canard. Ou par exemple la momie qui est conservée au musée de Besançon en France, je crois qu'elle avait l'amulette qui représentait un héron. D'accord. Que oui, la connotation de la Renaissance, elle est indéniable, mais c'est seulement une momie qui avait cette amulette. Et enfin, ce qui a été le plus intéressant pour moi, c'est d'indiquer les amulettes qu'on considère typiquement funéraires, que tout le monde considère comme funéraires, mais qui en fait sont dans aucune momie. D'accord. Par exemple, l'amulette de Bess. Cette divinité apotropaïque aussi pour les enfants, donc c'est logique qu'il soit présent dans le monde des funéraires, et pourtant, je n'ai pas trouvé pour l'instant aucune momie qui les représente. Donc, c'est avec tout ça que je vais proposer une nouvelle classification. Et puis je suis sûre qu'il y a plein de momies à découvrir encore. Hein, j'espère. Oui,
Avec tout ce qu'on creuse en ce moment, tout ce qu'on escave, a priori, il y a pas mal de choses. Hein. C'est vrai En qu'il y a beaucoup de projets en ces moments. Autre camion. Donc il y a beaucoup de projets en ce moment. Il y a Ouais. beaucoup de projets. Enfin, c'est très intéressant, surtout pour les musées, de faire ce genre de recherche, parce que ça apporte beaucoup de choses. Si jamais vous voulez voir les publics intéressés pour voir des amulettes, bien sûr, les salles de Louvre, ça mérite la peine. Peut-être que tu pourrais nous y emmener et nous expliquer en nous montrant les amulettes à quoi elles servent. Avec plaisir. Comme ça pourrait être très cool. Et ça serait bien chouette. Bien sûr, avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive au bout du temps. Absolument. Il ne faut pas que ça fasse trop long pour nos téléspectateurs. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis on va leur dire, je pense, au revoir. À la prochaine. À la prochaine vidéo. Et puis on va aller boire un petit chocolat chaud. Je Pour pense se réchauffer, parce qu'il commence à faire quand même bien froid. Il n'y a plus de lumière comme vous pouvez voir. Donc voilà. c'est le temps. Voilà, exactement. Bye. Ciao. Salut. Si vous voulez aider la chaîne, je vous invite à cliquer sur play sur n'importe quelle des vidéos, la mettre en mute en fond, parce que le nombre de vues et la durée de visionnage comptent malheureusement dans le référencement sur YouTube, et ce serait absolument fantastique. Salut!